Bonsoir. Voilà, pardon pour le léger retard, mais vous avez compris. Merci d'être si nombreuses et si nombreux. Je crois qu'on va définitivement élire Bertrand Bonello comme programmateur de l'année. Il remplit les salles. Donc on en est ravis. Déjà, c'était il y a 15 jours, on a projeté Terreur sur la ligne dans une salle très très attentive. Et c'était un bonheur de projection. Et donc ce soir, deuxième choix, dans l'ordre, hein, pas deuxième choix, vous avez compris, second choix, on peut dire, de Bertrand Bonello, ou le choix qui vient après le premier, donc c'est Un flic de Jean-Pierre Melville, le dernier film de Melville, le dernier des 3 films qu'il fait avec Alain Delon, donc un film qui sort à l'octobre 1972 en France, et Jean-François Roger, le directeur de la programmation, me rappelait que le film est sorti le 25 octobre, c'est-à-dire une semaine après Le Parrain en France, de Francis Ford Coppola, ce qui n'a pas forcément aidé le film, ni quelques films que ce soit, puisqu'à ce moment-là, tout le monde voulait voir Le Parrain. Donc voilà, là, pour vous situer un peu le film, Bertrand va vous dire quelques mots. Bien sûr, le principe, c'est qu'on se retrouve après la projection pour en parler avec lui et avec vous. Et puis vous rappelez que la semaine prochaine, Bertrand Bonello a composé un programme de courts-métrages que je vous incite vraiment à voir, à découvrir, ils sont magnifiques. Et puis dans 15 jours, on projettera Birth. C'est 15 jours, 15 jours. D'accord. Alors, oui, tu dois avoir raison. Regardez bien le programme, veillez sur les dates, mais en tout cas, l'ordre, c'est celui-là. Des courts-métrages à la prochaine séance, à une date à définir. Et puis, pour conclure cette programmation en 4 films de Bertrand, ce sera Birth de Jonathan Glazer. Je rappelle que La Bête, son film, est évidemment en salle et que le 28 février commencera ici une rétrospective des films de Bertrand Bonello, évidemment en sa présence. Voilà. Bertrand, si tu veux dire quelques mots sur Un flic. Je vais dire quelques mots, pas beaucoup, parce qu'on va laisser de la place pour la rencontre qui suit. Oui, juste un mot sur la séance de cours. Je suis vraiment très heureux de présenter des courts-métrages. J'y tenais vraiment, et je remercie la Cinémathèque d'avoir suivi sur cette programmation. Sur Un flic, alors j'ignorais que Le Parrain l'avait précédé la semaine précédente. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'unique raison sur le fait que le film n'a pas beaucoup plu et pas beaucoup marché, que ça reste peut-être le Melville le plus mal aimé. Voilà, on parlera de tout ça ensuite. C'est en effet le dernier film de sa trilogie de nom. Et je pense que même si Melville avait vécu plus longtemps, ce serait le dernier. Je ne suis pas persuadé qu'ils auraient recollaboré ensemble, mais on en parlera aussi tout à l'heure. Voilà, moi c'est un film que j'aime vraiment énormément, parce que c'est le dernier, parce que c'est l'aboutissement d'une pensée de cinéma aussi, parce qu'il va encore plus loin, voilà, et parce qu'il y a peut-être un des plus beaux gros plans d'Alain Delon, je trouve. Il est très bref, mais qu'est-ce qu'il est beau, vers la fin. Voilà, je vous souhaite une excellente projection et on se retrouve pour la discussion. Parfait. Bonne production. Alors on n'a pas posé la question qu'on avait posée la dernière fois, mais je pense qu'on va pas du tout avoir la même réponse. Ah oui. Qui voyait Qui voyait fait le film? Quand même, mais ça fait beaucoup moins que la dernière fois. Parce que c'est un film qui a beaucoup... Enfin, moi que j'ai vu, sans doute comme toi, ou beaucoup d'entre vous, que moi j'ai vu à la télévision lorsque je l'ai découvert. Donc j'imagine que c'est aussi pour ça. Puis c'est un film qui a quand même eu une vie, même si c'est vrai, on y reviendra. Le film a été très très mal accueilli à sa sortie. Ça a été un échec critique et relativement public, surtout par rapport au précédent, Le Cercle Rouge. Bertrand, je ne sais pas par où tu veux commencer. Je me disais en voyant le film... Je vais bien commencer par la fin. Ah bah vas-y. Non, je peux commencer par la fin parce que c'est vraiment... à chaque fois que je vois le film, et je l'ai vu quelques fois quand même, c'est vraiment la chose qui me surprend le plus et me touche le plus du film,
c'est le... Comment je peux dire ça? Le code d'honneur. Voilà. Et il y a une succession de 2 scènes comme ça, qui sont, où le code est au cœur du film, et comme c'est à la fin du film, on en vient à se demander même si c'est pas son sujet. Il y a cette scène que je trouve, mais à chaque fois que je vois, vraiment bouleversante, quand Delon arrive chez l'ancien petit comptable ou banquier, je ne sais plus, qu'il ouvre la porte, qu'il voit qu'il est en train de se suicider, et qu'il referme la porte, pour le laisser se suicider. Et ce geste, il est vraiment extrêmement fort et hyper bouleversant. C'est presque, voilà, dans les codes d'honneur d'homme, on laisse un homme se suicider. Et coup de feu, il réouvre la porte pour recueillir le cadavre. Mais il y a un truc de respect comme ça, de respect, et que Delon joue incroyablement bien dans cette fermeture de porte comme ça. Genre, j'ai pas le droit d'assister à ça. J'ai pas le droit d'essayer de l'empêcher. Et la deuxième chose qui clôt le film, c'est-à-dire, et on voit bien dans le plan final qui est extrêmement long, où il conduit, il n'est plus là, quoi, qu'il sera probablement brisé à vie d'avoir tiré sur un homme qui n'avait pas d'arme. Et je parlais en ouverture d'un des plus beaux gros plans pour moi d'Alain Delon, c'est quand la voix dit « il n'était pas armé », et là il y a un plan de lui qui n'est pas très long, avec un vacillement des yeux, et là on sent qu'il y a tout un truc qui vacille et qui vrille, et dont il ne se remettra probablement jamais, et on voit bien que quand il conduit, à la fin, le plan est très très long avant d'arriver au générique, on voit bien qu'il n'est plus là, quoi. Et cet enchaînement comme ça, je trouve, de 2 séquences, j'arrive pas à trouver le meilleur mot que de code d'honneur, mais c'est vraiment pour moi le cœur du film, en fait. D'autant que les 2 séquences, évidemment, sont liées narrativement, en termes de tension, mais même par la phrase que dit Delon à la toute fin, qui s'adresse en partie à la situation, quand il dit « je n'étais pas sûr qu'il se suicide, lui ». Donc, référence au suicide auquel on vient d'assister dans la chambre, et que Delon, littéralement, c'est un suicide qu'il a assisté, quoi. Et qu'il a autorisé et respecté, voilà, respecté. Et l'enchaînement de ces 2 scènes, pour moi, fait basculer complètement le film à un endroit, celui vraiment de l'émotion. Voilà. Alors que le film est plutôt froid, comme ça, très cadré. Et là, il y a un basculement émotionnel, émotif, qui est très très fort, je trouve. Mais c'est la réflexion que je me faisais, je me disais, mais comment se fait-il qu'on soit, et tu viens d'y répondre, mais comment se fait-il qu'on soit tellement ému à la fin, alors que pendant tout le film, on aura plutôt assisté au film que ressenti des émotions. On cherche plutôt à comprendre, on décode, on lit les regards, on met des dialogues là où il n'y a pas de mots. Parce que j'ai l'impression que le projet de Lévy n'est pas du tout de créer de l'émotion, excepté la tension. Il n'essaie pas du tout de rendre les personnages émouvants, attachants, sauf en effet dans cet ancien banquier et la manière dont sa femme le regarde. J'aime beaucoup leurs petits moments, la manière dont elle le regarde, elle lui dit « mais t'es sûr que tu ne veux pas dormir à Strasbourg, te reposer, etc. » Elle est inquiète, elle est très 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 inquiète. C'est peut-être le seul moment où il essaye de mettre une émotion, même l'histoire d'amour ou l'aventure entre Delon et Deneuve est froide, quelque part. D'ailleurs, il filme le baiser et l'étreinte, elle est filmée d'en haut, on ne voit pas leur visage, enfin, il se dégage de tout ce qui pourrait être ouvertement émotionnel. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qu'on lui a reproché à la sortie, c'est d'être désincarné. Froid, désincarné, même désincarné dans un sens plus large, c'est-à-dire de ne même pas inscrire les personnages dans des vraies situations, dans un cadre, et c'est évidemment, ce qu'on lui reprochait, c'était évidemment son projet, de ne pas être assez réaliste, et le film ne l'est pas. Mais je pense que ce qu'on lui a reproché, c'était des compliments pour lui. Et c'est quelqu'un qui a de plus en plus fui le réalisme, ne parlons même pas du naturalisme. Son rapport au cinéma ne passait pas du tout par ça. Et plus il a avancé, moins il passait par ça. Et ce film qui est peut-être le plus... c'est peut-être le film sur lequel il a poussé le plus loin, enfin, tous ces désirs de mise en scène. Parce que, en fait, ce qui traverse le film, c'est quand même aussi ça, c'est un désir de mise en scène, et avec ce renversement à la fin vers l'émotion, enfin, pour moi en tout cas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, on peut avoir le sentiment
quand on regarde tous les films de Melville, et celui-ci étant le dernier, je crois qu'il en a réalisé 13, effectivement, la réalité, alors on ne sait jamais quel mot employer, mais disons, le monde tel qu'on le pratique, tel qu'on le connaît, a l'air d'être là, ou en tout cas, il y a un fantôme du monde qu'on connaît, mais il a l'air de s'absenter. Et effectivement, le projet melvillien, c'est, comment dire, de fuir le réalisme, de représenter un monde mental, ou disons un autre, le monde dont Melville a rêvé, ou qu'il pense, et c'est ce monde-là qu'on voit à l'écran, qui a parfois les atours de la réalité, mais à sa sortie, ce qui lui a été le plus reproché, c'est effectivement ça. C'est-à-dire l'absence d'ancrage social des personnages, l'absence de rapport à la société, l'absence de la cité, l'absence de tout ce qui... L'absence de l'inscription, en fait. Voilà, l'absence de l'inscription. Donc, les reproches d'un polar désincarné, de personnages qui ne sont que des silhouettes. Donc, tout ce désir, en quelque sorte, de réalisme ou de naturalisme qui serait contenu dans une sorte de cahier des charges obligatoire du cinéaste, là, évidemment, il s'en défait. Et c'est tout ça qui lui est reproché à sa sortie. Oui, on reproche souvent aux gens ce qu'ils sont. Il n'y a pas des reproches de ratage, par ailleurs. Oui. C'est pas du tout du ratage, c'est vraiment ce qu'il est. Et puis après, et on peut bien imaginer que s'il avait continué à faire des films, il serait probablement allé de plus en plus loin, comme un Robert Bresson. Voilà, qui est allé de plus en plus loin dans une espèce de logique, très calmement, très lentement, jusqu'à arriver à l'argent. Enfin, mais de toute manière, ce qui est moi, ma petite théorie sur Melville, pourquoi il est considéré comme le plus grand cinéaste de polar français, c'est parce qu'il prend du polar des choses américaines, il prend les voitures, il prend les apparats, il prend les chapeaux, machin, etc. Mais il n'essaie jamais d'être américain, il n'essaie jamais de les copier, il prend le décor. Tu vois des fétiches. Voilà, des objets fétiches, mais il se rapproche plus de Bresson que de John Huston. Et le fait qu'il ait jamais essayé de singer le cinéma américain, mais qu'il soit resté à l'endroit vraiment d'une mise en scène très, je dis française pour aller vite, mais voilà, fait qu'à un moment, il est unique, et de ce fait, il est admiré par les cinéastes américains, qui ne voient pas un copieur arriver sur leur territoire, mais qui sont les gens aujourd'hui, enfin, ou hier, qui se réclament le plus de Melville. C'est John Woo, c'est Tarantino. Je ne sais pas d'ailleurs si les gens ont vu sur Netflix le dernier film de David Fincher, The Killer. C'est ouvertement un hommage au samouraï. Et on parle d'un des plus gros cinéastes américains qui fait un polar à 100 millions. Et donc les Américains, tout d'un coup, s'intéressent à quelqu'un qui ne sait pas les copier. Et j'ai la même théorie sur Les yeux sans visage. Pourquoi c'est le plus grand film fantastique français ? Parce qu'il reste très français. Quoi. Il prend Pierre Brasseur, il prend etc. Enfin, il reste très français. La deux chevaux. La deux chevaux. Il n'essaie pas de singer le cinéma fantastique américain, qui était quand même le maître à cet endroit-là. Quoi. Mais tu as cité Bresson, Franju, je rajouterai Jacques Tati et Melville, et chaque fois qu'on vous... Comment dire, c'est des univers absolument singuliers et qui parfois ont des points de touche. Ce qui m'a frappé dans celui-ci, c'est le contraste entre parfois le vieux Paris, les murs lépreux, quelque chose qui est là depuis longtemps et qui est une inscription, alors là, qui n'a rien à voir avec le cinéma américain, et puis par moments, des effets de modernité, des façades, du commissariat, où le moment que j'avais oublié et qui est crucial, c'est le moment où, pour repérer Simon, Edward Colman utilise les moyens techniques de la, je sais pas comment on appelle ça, de la téléphonie, et il y a le traçage de l'appel. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses qui se jouent en silence dans ce moment-là, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de presque futuriste ou qui intervient, et on se dit, mais c'est comme le monde de mon oncle ou de Playtime. Il y a ça, et aussi, alors, autant il fuit le réalisme, autant il aime la précision. Et pour lui, le réalisme de son cinéma passe par la précision. Et c'est là où c'est vrai que ça rejoint un peu Bresson, parce qu'il est très obsédé, comme Bresson, par les gestes, par comment
Dans Pickpocket, on voit bien comment un portefeuille va d'un endroit à un autre. Là, on voit bien comment on arrive à tracer une ligne téléphonique. C'est la même démarche. La caméra doit pouvoir tout montrer en précision, et c'est ça qui va nous amener l'émotion de l'attention. Il est obsédé par les gestes d'une manière générale, et par les espaces, et par les rapports de cadre plus que par le montage. Et c'est là qu'il va trouver son émotion. Mais c'est une émotion de cinéma, c'est pas une émotion de personnage. C'est ça, c'est le sujet du film, comme souvent chez Walibi, c'est la mise en scène. C'est-à-dire que ce qu'il y a à observer, à regarder, c'est quel type de contre-champ il fait, quels sont les jeux de regard, parce que c'est là que réside le sens, et c'est là que réside aussi son plaisir. Il y a un petit détail de montage, parce qu'en fait, il y a un truc incroyable, c'est que il y a beaucoup de gros plans silencieux, etc. Ils sont jamais de la bonne durée. Ils sont trop courts, trop longs. Enfin, ils jouent un truc là-dessus qui est très, très, très fort. Et j'avais oublié, quand le film commence, on assiste à 2-3 scènes du quotidien de Long, et à un moment, il rentre dans une chambre et il y a une fille qui est morte. Et il y a une espèce, il la regarde d'en haut, puisque évidemment, et il y a un contre-champ qui est beaucoup trop rapide comme ça, elle a les yeux ouverts comme si elle le regardait, et c'est un effet de montage qui est incroyable, et du coup, il détourne les yeux, il n'arrive plus à la regarder. Il y a un double champ contre champ, enfin un double jeu de regard entre eux, entre elle morte, les yeux ouverts et lui. Et là, c'est la première fois aussi, mais on y reviendra peut-être, qu'on voit que Delon a un trouble. Il se passe quelque chose, il y a une faille, il se passe quelque chose, il a eu une émotion, une sensation, un désir, c'est difficile à formuler, mais c'est aussi d'autres moments du film qui aideront en tout cas, ça ne sera jamais formulé, mais à ressentir ou comprendre ce qui se joue pour le personnage. Mais il y avait une chose sur laquelle je voulais insister, parce qu'après, sinon, peut-être on n'y pensera plus. Tu parlais du couple qui était touchant entre la femme et cet ancien directeur de banque au chômage, et dont on comprend que parce qu'il est au chômage, il s'est se retrouvé pris dans cette bande, et donc dans ce hold-up, et que d'une certaine manière, sa vie a dérivé par là, et que ça va le mener jusqu'au suicide, et que effectivement sa femme à son égard, elle est non seulement inquiète, non seulement présente, attentive et attentionnée, mais on a l'impression qu'elle aussi, elle sait. C'est la question qu'on se pose en tout cas, quoi. Est-ce qu'elle est inquiète parce qu'elle sent que, en effet, comme il dit, après 60 ans, machin, c'est difficile, etc. Ou est-ce qu'elle est inquiète parce qu'elle sait d'une manière ou d'une autre que, pour pallier à son salaire, il est en train de prendre une mauvaise voie. Et c'est hyper beau que ce ne soit pas plus signifié, que ce ne soit pas dit, que ce ne soit pas expliqué, parce que le trouble, la question, elle se pose, et c'est vraiment très beau d'avoir posé la question sans avoir donné la réponse. Et j'ai l'impression, moi, mon sentiment, c'est que tout le film est comme ça, c'est-à-dire que tous les personnages savent toujours déjà ce qu'ils savent, ou qu'ils devraient savoir, ou qu'ils vont savoir. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'inspecteur sait à propos de son ami Simon, l'autre sait les rapports qu'il entretient avec sa femme. Il y a un moment, ils se retrouvent tous les trois au bar de Neuve, Richard Crenna et Alain Delon, et là, à la place du dialogue, il y a des jeux de regard entre eux, et tout ce moment où on en est dans le film, on peut en quelque sorte superposer ce qu'ils ne se disent pas par simplement les jeux de regard. Et donc c'est des télépathes. Ce qui est clair, entre eux. Ce qui n'est pas dit est beaucoup plus fort que ce qui est dit. C'est-à-dire que la scène où en effet, où il va chez Simon, il lui dit tiens, est-ce que tu connais machin, est-ce que tu connais machin, est-ce que tu connais machin, lui te connaît, il pourrait aller plus loin. Et pour lui dire bon, maintenant on va arrêter de déconner, quoi. Il dit rien. Et l'absence de mots là est beaucoup plus forte que le mot. Et on se dit, et l'autre le comprend aussi, sans que ce soit dit, il lui dit l'autre te connaît, et puis il s'en va. Ce qui est une manière de laisser à l'autre une porte de sortie. Ça aussi, c'est magnifique, mais j'ai eu le sentiment, et c'est pour ça que le plan de la téléphonie où il trace l'appel m'a frappé, c'est que tout d'un coup, il y avait comme une matérialisation de ce qui se passe en permanence dans le film. C'est comme s'ils étaient tous reliés les uns aux autres, tous télépathes, tous capables de comprendre par on ne sait quel jeu d'ondes ce qui, normalement, dans un autre récit, aurait nécessité des explications, des élucidations, des échanges, des déductions. Or là, tout le monde, d'une certaine manière,
est conscient ou sait. Ça, c'est très troublant. Ça, c'est très troublant, et là, pour le coup, c'est vraiment l'art de la mise en scène. Oui. Des cadrages, du montage, des durées de plans qui sont très, très, très débalancées, mais vraiment au millimètre. Enfin, c'est... Et oui, parce que il n'y a plus que la mise en scène pour nous faire comprendre ce que d'ordinaire un récit avec d'autres béquilles fait comprendre pour que le personnage, le spectateur ne soit pas perdu. Mais ce qui doit expliquer aussi que quand le film est sorti, beaucoup de spectateurs ont été troublés par le film et ça se traduit souvent par il ne se passe rien, on s'ennuie, c'est pas clair. Et c'est vrai que le film suit le cercle rouge. Et d'ailleurs, quelque part, bon, vers la fin du cercle rouge, il y a un immense casse très très silencieux. Là, le film ouvre par un casse silencieux. Enfin, c'est comme s'il commençait là où il s'était arrêté. Mais dans le cercle rouge, il y a quelque chose de beaucoup plus évident dans les rapports entre les personnages, ne serait-ce que Bourvil, etc. Enfin, les personnages se racontent un petit peu plus. Il y a quelque chose. Et là, d'un coup, c'est comme s'il avait fait. Bon, il continue, mais il enlève ça. Il va juste plus loin. Il va juste plus loin. D'ailleurs, donc le cercle rouge fait 4,5 millions d'entrées. Celui-ci en fait 1,5 million. C'est pas si mal. Ah, mais franchement, moi, si je pouvais en dire autant d'un échec, waouh. C'est ce que, mais on parle du début des années 70. Hein. Voilà, c'est là où c'est à ce moment-là que j'aurais dû faire des films. Mais alors justement, puisque vous en parlez, tu en parles, Melville, parce que ton cinéma repose beaucoup aussi sur l'imprégnation cinéphilique, l'imprégnation des films, la trace que laissent les films, et la bête, comment dire, ne faillit pas à ça. Un cinéaste comme Melville, non seulement il t'importe, il t'intéresse, mais en quoi il concerne le cinéaste que tu es? Est-ce que ça va être sur des motifs, des citations, des références, ou justement la leçon de mise en scène? Non, mais par exemple, c'est un cinéaste, alors c'est vrai que j'y pense peu quand je tourne, parce que c'est vrai que ce qu'on raconte est très 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 loin, ça n'aurait aucun sens. En revanche, quand j'ai tourné Nocturama, notamment sur les, je sais pas, 20-25 premières minutes, où c'est que des gens seuls qui marchent avec un but, oui, ça c'est vraiment un cinéaste auquel j'ai pensé. C'est-à-dire comment le geste peut créer de l'action et de la tension, alors que le geste en lui-même est anodin. Enfin, oui, j'ai beaucoup pensé à Melville à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire, comment raconter aussi sans parole? Comment raconter sans parole, comment créer... En fait, le début de Nocturama, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est 12 jeunes qui vont, qui sont très très isolés dans Paris, c'est que du mouvement, et ils vont tous déposer à un moment, participer en tout cas à déposer une bombe dans Paris, dans 4 endroits. Donc c'est ça, c'est du trajet, du rapport à l'espace, sauf que moi j'utilisais beaucoup le mouvement, tout était en mouvement alors que lui utilise beaucoup de plans fixes, et puis des gestes ultra réalistes, parce que je m'étais beaucoup renseigné sur comment on y fait, comment ouvrir une porte, comment passer par tel endroit pour arriver à tel endroit. J'avais regardé des plans du cadastre, etc. Et là, je pensais vraiment beaucoup à Melville, à comment la précision d'un geste ou d'un détail peut vraiment créer une tension d'action. Parce que c'est ça qui est fou aussi chez Melville, c'est qu'à la fois il est quasiment abstrait, où il retire en quelque sorte du monde, et en même temps, on le sait, un cinéaste qui connaissait Paris comme sa poche. Un mélange d'ultra-réalisme et d'abstraction. Et j'aime beaucoup moi, ce mélange-là. Comme il y a un mélange j'allais dire, d'intérieur ou d'extérieur réel, avec des plans de studio. Et ça, cet aller-retour permanent qu'il fait, crée aussi des impressions d'étrangeté, mais dans le raccord presque d'un plan à l'autre. Il y a quelque chose là d'unique aussi dans sa manière qui fait que on l'a souvent associé comment dire, à la nouvelle vague, et en même temps c'est compliqué hein, parce qu'il a oui si on veut, mais je verrais plutôt comme à l'opposé de la nouvelle vague, y compris dans sa manière de dire. C'est vraiment les scénarios sont vraiment extrêmement précis, c'est des films chers, enfin c'est pas du tout la rupture, tous les endroits de rupture qu'on propose à la nouvelle vague, c'est pas les endroits qui l'intéressent, c'est pas ces ruptures là qui l'intéressent.
L'autre peut-être point commun que je vois entre ces films et ton cinéma, c'est que on en a parlé la dernière fois, enfin il y a 15 jours, en particulier avec le visage si particulier de l'actrice de Terreur sur la ligne, c'est-à-dire Carol Kane. Là, évidemment, le visage de Delon, qui est un spectacle en soi, qui est un spectacle qui presque tient le film. Enfin, on l'attend, on le retrouve, on regarde les nuances, on est étonné de la manière dont il habite les gros plans. Et je pense, ou la manière dont il s'évide par moments. Et je pense dans La Bête, quand Léa Seydoux fait la poupée, arrive à représenter par son visage ce que pourrait être, ce qu'est la fixité d'une poupée. Je me dis voilà que là il y a quelque chose qui t'intéresse en tant que cinéaste sur qu'est-ce qu'on peut faire d'un visage d'acteur ou d'actrice. Oui, alors pour le coup, pour parler de Delon, qui a fait évidemment d'immenses films, pas que, hein, mais il y en a quand même beaucoup, et même tardivement, enfin, je trouve que Nouvelle Vague est un des plus beaux Godard, et pas mal grâce à lui aussi. Il a fait plein de grands films, mais je pense qu'il a fait sa plus grande rencontre avec Melville. Alors je ne parle pas humainement, hein, je crois que ça s'est pas bien fini, etc. Mais c'était Delon qui a opéré un virage comme ça aussi très clairement vers le polar à un moment. Il ne pouvait pas trouver un meilleur metteur en scène. Et Melville a trouvé l'interprète idéal par rapport à ce qu'il pensait qu'un visage devait être, et un visage dans l'inscription d'une mise en scène. C'est pour moi une des plus belles rencontres par rapport à ce que chacun cherche en fait. Ce que Delon cherche d'un cinéaste, le regarder comme il est regardé, dans un genre qui lui plaît, le polar, et ce que Melville cherche d'un acteur. C'est-à-dire cette espèce de visage comme un paysage derrière lequel il peut mettre tout ce qu'il veut grâce à sa mise en scène. C'est vraiment une rencontre extraordinaire, je trouve. Juste une ou deux anecdotes par rapport à la rencontre entre Delon et Melville. Quand Melville a donné à lire le scénario d'un flic à Delon, donc c'était leur troisième collaboration, il lui a donné le choix, il lui a dit choisis ton personnage entre Simon et Édouard. Et donc Delon a choisi Édouard, paraît-il à la grande satisfaction de Melville, et c'est la première fois quand on regarde la filmographie de Delon qu'il joue un flic. Ça va pas être la dernière, mais c'est vraiment là la première fois et qu'il choisit ce personnage-là ou ce camp-là. Et l'autre chose, quand tu disais ça s'est mal terminé, oui, visiblement ils se sont quittés, alors je connais pas les détails, mais un peu fâchés, mais quand on écoute, vous pouvez l'entendre sur internet, le masque, c'est assez drôle à écouter. C'est assez drôle à écouter. Hein. C'est pas toujours plaisant, mais c'est assez drôle à écouter. Il y avait déjà Michel Simon. Et il y avait Michel Simon, Masque et la plume, qui dit pas que des vérités. Et donc, en 72, il y a Le Masque et la plume sur un flic, avec Jean-Louis Bory, Michel Simon et d'autres. Et alors, Melville est présent. Il écoute ce qu'on dit de son film en direct, comme une sorte de... Plutôt du mal. Hein. Plutôt du mal, hein. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de critiques pour le défendre. Et puis dans la dernière partie, Melville, non pas pour se défendre, mais répond en quelque sorte au tribunal, et il dit à propos on l'interroge sur son rapport à Delon, et il dit « Delon, c'est un très très beau fruit, prenez un citron, mais au bout de 3 films, je l'avais complètement pressé. » Il n'y avait plus de gouttes qui sortaient du citron. Il n'y avait plus de gouttes qui sortaient du citron. Et après, il répond hein, sur l'amitié. Il dit non, nous ne sommes pas amis. D'ailleurs, Delon n'a pas d'amis. Il se protège très fortement. Ouais. Et je m'attendais même à ce qu'ils disent il est aussi seul qu'un tigre dans la jungle, ce qui aurait raccordé avec la citation au début du Samouraï. Mais effectivement, on voit bien que ça s'est passé autrement ailleurs, comme ça s'est passé entre Melville et Lino Ventura sur Le Deuxième Souffle et sur L'Armée des Ombres. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas été amis, mais c'est alors là pour le coup, je sais pas, comme Anthony Monne avec James Stewart, il se produit là une rencontre inouïe, et dont on voit le résultat. Alors Melville dit oui, on comprend dans l'émission qu'ils vont arrêter de travailler ensemble, parce que Melville dit mais je n'arrive plus à obtenir exactement ce que je voudrais.
On se demande ce qu'il pouvait vouloir quand on voit ce qu'il obtient. Oui, c'est ambigu, comme il passe par une métaphore qui est celle du citron, c'est un peu ambigu. Ça peut aussi dire, j'en ai fait le tour. Je ne vois pas ce que je peux faire de mieux, de plus. Et ça, je peux l'entendre aussi, parce que le samouraï, le cercle rouge, ça, que faire de plus, quoi, avec, dans ce rapport comme ça de la caméra de Melville avec le visage d'Alain Delon. C'est vrai que ça, je peux entendre. On sait que Melville avait, pour ce qu'on en sait, un projet d'un autre film ensuite, s'il n'était pas mort d'une crise cardiaque, qui s'appelait Contre-enquête, qu'il avait commencé à écrire. Mais ce qui m'a plu là en relisant, c'est que j'ai appris que entre Le Cercle Rouge et Un flic, il avait eu le projet d'un Arsène Lupin. Et puis que ça n'a pas abouti. Et puis je me suis dit, mais il en reste un peu quelque chose dans le côté gentleman cambrioleur. C'est la grande scène, évidemment la grande scène du train, qui a fait couler beaucoup d'encre. La grande scène du train, pour plusieurs raisons. Peut-être on peut y revenir. Qu'est-ce que toi tu penses de cette scène du train? En fait, j'avais jamais pensé à ça. Elle est longue. Et je me suis dit, putain, Delon, quand même, il accepte de ne pas être à l'écran pendant tant de temps. Ça m'est vraiment venu tout à l'heure, quand je dis, c'est quand même bizarre. Il disparaît du film. Il disparaît du film au profit d'une scène qui est absolument captivante. Donc, quand elle est captivante, on la regarde. Et quand on la regarde, moi, je me dis, non, on oublie Alain Delon complètement. Quoi. On est presque surpris quand il revient. On dit, ah oui, c'est vrai, il est là. C'est un film avec lui, oui. Mais voilà, je pense que cette scène, enfin, c'est tout ce que Melville aime. Enfin, c'est passer, je sais pas, 10 minutes sans un mot. C'est plus, hein, on ne doit pas être loin des 20 minutes. Ouais, c'est possible, ouais. Sans un mot, avec de l'invention d'espace formel, que des gestes, que des hommes seuls. Ce type machin la mallette seul. Oui, la mule. La mule, oui. Seul. Celui qui descend de l'hélicoptère seul. Le contrôleur seul. Enfin, c'est que des hommes seuls comme ça. Et pendant 20 minutes et de la mise en scène pure. Alors, je crois qu'on a critiqué quoi? Le fait que c'était des maquettes, des machins. Oui, bon, bah là, si on commence à regarder le cinéma de cette manière-là, c'est pas très intéressant, je crois. Mais ce qui a beaucoup frappé à l'époque, enfin, c'est le contraste entre, alors pour le coup, l'ambition réaliste de la durée, parce que 20 minutes, ça n'en finit pas, c'est très long et tout, et puis le côté jouet d'enfant, maquette, train, hélicoptère, et ce contraste-là a choqué qui a tendance à m'émouvoir qu'autre chose. Justement, ce côté, ok, alors maintenant, je dans mon petit studio à faire le train, je vais appuyer moi-même, je vais faire ça, etc. Enfin voilà, mais c'est ça aussi le cinéma. C'est aussi ça. Moi, je dis toujours qu'un cinéaste, c'est quelqu'un, à un moment, il va dans un magasin de jouets, et il dit, je veux jouer là-bas, et puis il y a 40 personnes qui prennent l'échelle et qui veulent l'amener le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on est quand même des grands enfants. Et là, je vois aussi un grand enfant avec son train électrique. Moi, ça a plutôt tendance à m'émouvoir plutôt que de trouver cette scène ridicule. Et là où il va loin, c'est qu'il fait quand même... la plupart des cinéastes se seraient arrêtés au moment où il a assommé le type et il a pris la mallette. Non, il y a trajet aller et il y a trajet retour. Et le trajet retour est aussi long que le trajet aller, et c'est ça qui est génial. Oui, mais je suis tout à fait d'accord sur non seulement le côté... Il y a un autre cinéaste comme lui, avec les trains, les maquettes, c'est Hitchcock. C'est-à-dire qu'on a reproché très tardivement, Hitchcock utilisait des transparences, il a utilisé des maquettes, mais comme il faisait dans son cinéma anglais. C'est-à-dire que Hitchcock, c'était pareil. Et Melville a une singularité absolue, quasi absolue, mais la manière dont il le pratique, c'est vraiment sa singularité, c'est que c'était un cinéaste qui avait ses studios. Alors, on reviendra peut-être sur l'histoire des studios de Melville, mais enfin, ce n'était pas des gros studios, des grands studios, mais il avait un studio. Et c'était un studio, je ne sais pas, ça devait faire 1000 mètres carrés. Il a mis un petit train. Ben voilà, il a mis un petit train parce qu'il avait un petit studio. Et il était super content d'expliquer à André Labarthe que, en fait, il vivait au-dessus du studio. Et qu'à 3h du matin, il pouvait descendre dans son studio, faire la lumière, préparer la scène pour le lendemain. On voit bien que c'est un enfant dans sa chambre. Et qu'il n'en est jamais sorti. Et alors, il y a le moment ultra célèbre dans le film de Labarthe où Melville raconte et démontre comment il écrit. Et pour écrire, il faut qu'il écrive 2 jours mais 2 nuits. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la nuit le jour. Et donc, il a breveté ou inventé un système de panneaux qu'il met aux fenêtres. Et donc, il écrit à la campagne.
il met les panneaux aux fenêtres qui calfeutrent, qui empêchent la lumière d'entrer, et après il tire un rideau noir par-dessus, et là il peut commencer à écrire. Donc c'est vraiment ce que tu disais, c'est-à-dire le plaisir de l'enfant dans sa chambre, et qu'est-ce qui naît comme monde avec les jouets que j'ai quand je suis tout seul dans ma chambre. Quel est l'imaginaire qui se déploie? Et là, dans la scène du train, on voit bien que dans l'hélicoptère, c'est un Playmobil. Ah, c'est un Playmobil. C'est un Playmobil. Et bon, et là, il est à la fête. Et l'autre chose qui me frappait, oui, parce que tu as dit, dans cette scène, tout le monde est seul, comme dans tout le film d'ailleurs. Le contrôleur est seul, le mec sur ça, qui descend est seul. Et c'est là aussi où j'ai, pour la première fois, entendu la dernière phrase de Delon. Je n'étais pas sûr qu'il se suicide, lui. Et le lui, tout d'un coup, tu te dis, bien sûr, c'est celui qui vient de se suicider, mais c'est aussi Delon qui traîne dans le film une solitude, mais à couper au couteau. Et une énorme mélancolie. Oui. Et une énorme mélancolie, et dont on se dit qu'en fait, c'est un personnage suicidaire, que c'est un personnage qui est tenté par le suicide, mais que lui ne va pas au bout du geste de son ami qui, lui, choisit de se suicider de la main de Delon, son ami. Quoi. Donc voilà, il se dit très peu de choses dans le film, mais c'est d'autant plus c'est d'autant plus important d'écouter le peu qui se dit. Vous avez des remarques, des questions Voilà, là, devant. Voilà. Merci. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le code d'honneur. Et je trouve que cette notion de code d'honneur figure à la fin du film, enfin d'une certaine façon, parce qu'on voit l'arc de triomphe de l'armée des ombres et une rue vide de la Wehrmacht. Hein. Enfin, ça convient pour aussi, pour les deux films. Et puis, encore pour la présence de tableaux de Van Gogh, qu'est-ce que ça représente pour Melville? Voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas choisi le décor final au hasard, mais je pense qu'il choisissait aucun décor au hasard. Le Van Gogh, alors moi j'ai eu une interprétation vraiment extrêmement simple, hein, c'est qu'il cherchait un regard puissant pour lui faire face. Et ce tableau en est un, en a un, en possède un. C'est un suicidé. Et il s'est suicidé, ouais, c'est ça, exact. C'est à suicider, c'est vrai. Quant à l'Arc de Triomphe, oui. L'Armée des Ombres, évidemment. Enfin, l'Armée des Ombres, la place de l'Étoile. L'Armée des Ombres, c'est vraiment on pourrait dire le centre, sans centre de cette œuvre. Hein. C'est vraiment c'est pendant la guerre et dans la résistance que Melville décide de devenir cinéaste. L'Armée des Ombres est un projet qu'il a porté toute sa vie. Et moi, j'ai eu, comme Bertrand Bonello, j'ai une petite théorie, c'est que disons que c'est pas les résistants qui sont filmés comme des gangsters dans l'œuvre de Melville, c'est les gangsters qui sont montrés comme des résistants. C'est des résistants de l'après-guerre. La libération a été une révolution confisquée, et d'une certaine manière, c'est comme si on n'avait pas prévenu certains, et donc dans l'après-guerre, ils continuent de résister. Alors à toute forme d'oppression, plus ou moins énoncée, mais on dirait, alors soit ce sont des enfants qui continuent à jouer à la guerre, hein, soit ce sont des résistants qui n'ont pas posé les armes. Donc ce qui change un peu aussi la donne de l'éternel rapport gangster, policier, film de genre. Le film de genre, à ce degré-là, n'est plus tout à fait, disons, dans les codes habituels. Quoi. Autre question? Oui, bonsoir. Où vous êtes? Oui. Je vous écoute. Une remarque. Dans les 3 films de Melville, donc Delon, on a tourné 3, pas d'autres, le destin de Delon est négatif. Je veux dire, dans le Cercle Rouge, il meurt à la fin, dans Le Samouraï. Je me souviens plus, par contre, je crois qu'il meurt aussi. Et là, il meurt pas, mais il est comme, j'aurais envie de dire, détruit.
Est-ce que Melville, vous pensez qu'il en avait conscience ou pas du tout Alors là, pendant toute la filmographie de Delon, il meurt beaucoup. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui adore mourir au cinéma. Là, il s'accroche beaucoup à la vie en ce moment, mais au cinéma, il meurt beaucoup. Par rapport à Melville? Non, mais par rapport à Melville, je pense que je vois mal comment ça pourrait bien se finir, en fait. Tout simplement. Enfin, C'est qu'à la fin du troisième, il est aussi un peu mort. Enfin, oui, il y a quelque chose dont il ne se remettra jamais. Pour moi, c'est ça que raconte le dernier très long plan dans la voiture. Il ne s'en remettra pas. Et là, il y a aussi, d'un film à l'autre, une rime incroyable, c'est que à la fin du Samouraï, il meurt tué d'une balle parce qu'on croit qu'il va dégainer. Et à la fin, il tue parce qu'il croit que l'autre va dégainer. Et bon, voilà. Oui, moi je pense que Melville est très conscient de ces jeux comme ça. Moi, je pense qu'il a tout à fait conscience de ses rimes. Et comme c'est effectivement un obsessionnel avec un imaginaire clos, il retombe sur des figures, des motifs, des raccords. Oui. Bonsoir. Un truc qui m'est venu, qui m'a frappé quand vous parliez du fait que effectivement l'imaginaire est en vase clos, qu'il n'y a pas d'inscription à la fois sociale, historique, même géographique réellement. Finalement, je me suis demandé si c'est quand vous parliez du fait que les personnages savent déjà, en fait, Delon sait déjà, tout le monde sait déjà tout sur tout. Cette espèce de monde sans monde que représente du coup Melville, qui serait le monde de son imaginaire, est-ce que c'est pas finalement cet entre-monde? C'est plus qu'un monde sans monde, ce serait un entre-monde, un monde entre la réalité, et enfin entre les réalités que nous connaissons tous dans nos vies de tous les jours, et là, chez Melville, il y a quand même cette dimension interlope, on montre cet endroit où entre les flics et les gangsters, finalement la limite est fine et ils se côtoient sans arrêt. Est-ce que finalement cette manière d'évaporer le réel, si je puis dire, ce serait pas cette manière de montrer cet entre-monde où on est toujours à la lisière, entre chien et loup, on ne sait pas si on est la nuit, on ne sait pas si on est le jour, on ne sait pas si on est dans une cave ou dans un étage. Enfin, voilà, c'était un peu l'idée qui me En tout cas, cette émission du Masque et la Plume que nous avons donc tous les deux écouté, et qui donne la parole au cinéaste, il dit une chose, il dit je voudrais que tous mes films s'appellent Entre chien et loup ou Entre loup et chien. Parce que lui s'attache beaucoup au passage du jour à la nuit ou de la nuit au jour, donc à l'aube ou au crépuscule. D'ailleurs, le film commence par un crépuscule et se termine par une aube, et il se déroule de manière très nocturne. Hein. Mais on sent que il dit, alors c'est compliqué en termes de production, mais s'il pouvait tourner tous ses films à la lisière de cette lumière-là, enfin, dans le passage de la nuit au jour ou du jour à la nuit, il le ferait, quoi. Enfin, donc il disait ça. Je voudrais que tous mes films s'appellent Entre chien et loup ou Entre loup et chien. Et ce qui explique que d'une certaine manière, ce moment où il se situe dans la journée, la lumière et tout, la colorimétrie du film. Parce que là, sur qu'est-ce qu'on peut dire de la couleur d'un flic? C'est un film en couleur. Oui, c'est-à-dire c'est bleu-gris, quoi. Enfin, c'est bleu-gris qui représente toujours une espèce de côté à la fois un peu froid, et de quelle couleur on éclaire toujours un peu la nuit, c'est de manière bleutée. Parfois de manière artificielle, hein, mais peu importe, c'est comme ça qu'on la reçoit. Autre remarque? La photographie. En fait, le monde de Melville, c'est un monde de prédateurs. C'est un monde au-dessus de la morale. Il y a des gangsters et des flics, mais peu importe. Enfin, donc c'est un peu un aquarium. Le film a fait l'effet d'un aquarium dans lequel des espèces dangereuses se croisent, se côtoient et peut-être peuvent se dévorer. Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est des femmes. Catherine Deneuve, c'est une infirmière. Elle se déguise en infirmière pour tuer André Pou sur son lit d'hôpital. Dans l'Armée des Ombres, Simone Signoret se déguise en infirmière pour délivrer Lino Ventura. Donc ça, c'est la femme fatale. C'est une dimension, mais elle est fatale par essence. Elle n'est pas fatale psychologiquement. Évidemment, il n'y a pas de psychologie dans le cinéma de Melville. Mais ce qui m'a frappé dans ce film-là, c'est peut-être le film où c'est le plus évident, parce que c'est un truc qui traîne dans son cinéma depuis longtemps, c'est un certain vertige devant l'indéfini sexuel. Et la scène du travesti ou du transsexuel, enfin on ne sait pas, elle est incroyable. D'abord on comprend que Delon est un objet, enfin le personnage joué par Delon est un objet de désir pour presque tout le monde, par le regard de Jean de Sailly,
qui joue le rôle de l'homosexuel, qui a Ouais. été dépouillé. Quand il le raccompagne à la porte. Quand il arrive à la porte, Ouais. qui se dit, ah bah, il est pas mal celui-là. Ouais. Il y a évidemment ce personnage du travesti. Le travesti, le regard du travesti. Le regard du travesti. Beauté, magnifique. Et à ce moment-là, il met une musique hollywoodienne, qui est un pastiche d'une musique de Frank Waxman, ça doit être celle de Pour une place au soleil, etc. Donc il met une espèce de musique, tout d'un coup il y a un lyrisme dans la musique qu'il n'y a pas du tout. À ce moment-là, c'est quand même bizarre. Et en fait, la bienveillance du regard de Delon sur le travesti. oui, dans la jusqu'à ce voiture. que... Dans la voiture. parce que- Jusqu'à ce qu'il brille. Hein. C'est-à-dire que ce qui est étonnant dans le film, c'est qu'en gros, bah, les policiers, il y a des violences policières, ça fait partie de leur boulot. Ce qui, bon, a pu aussi faire... Le sujet du deuxième souffle, hein, la Oui, violence policière. sauf que dans le deuxième souffle, le commissaire était qui tabassait, qui torturait les suspects, c'était Franqueur, c'était le méchant, celui qui va être liquidé par Lino Ventura, à la grande satisfaction du spectateur. Là, alors c'est toujours hors champ, enfin il y a des baffes quand même qui se perdent, mais sinon il y a ce moment très bizarre où il dit « on parie que tu vas parler » à Louis, celui qui se fait arrêter le premier, et à ce moment-là on a un plan sur cette façade, sur cet immeuble de l'hôtel de police, et l'immeuble est complètement déformé. En gros, c'est l'immeuble qui a pris les coups. Enfin, je dirais de façon allégorique. En fait, c'est l'état dans lequel doit se trouver le suspect. Oui, parce qu'on voit rien. Tordu comme ça. Parce qu'il y a une ellipse incroyable. Une ellipse. Et ce qui est quand même frappant, c'est ce côté... c'est quelque chose qui court dans le cinéma de Melville, c'est... où on est dans le vertige de l'indéfini, ou même de l'assex, on n'est plus dans le sexe, dans l'identification sexuelle. Et là, on peut dire quand même, ça fait beaucoup penser à Cocteau. Et Melville parle souvent des anges. Lorsqu'il est fasciné par le film de Becker, Le Trou, et il parle, le personnage de Gaspard, il dit c'est cet ange sexué. Asexué. Non, Et il sexué. dit- Et il dit il dit- pardon pour la contradiction. Et il dit beau comme une fille. Voilà. Enfin, il est. Alors, bon, après, il y a sans doute des choses dans la vie personnelle de Melville, ou en tout cas ses propres affects qui ont pu jouer. Mais lui, qui a toujours refusé l'héritage de Cocteau et disait c'est pas du tout moi et tout, en fait, je pense qu'une grande partie de son cinéma vient de là. Et notamment dans ce rapport à l'altérité sexuelle. Et ce film-là, il est incroyable là-dessus. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce film qui est presque absent des autres. C'est par exemple le rapport que Delon entretient avec le travesti, c'est du jamais vu dans le cinéma de Melville quasiment. Il y a des moments d'indécision sexuelle, je sais parce que Jean-François avait écrit là-dessus, et sur le moment dans l'Armée des Ombres où Lino Ventura entre à Londres dans un pub et on voit les jambes, et on voit des jambes avec une jupe et des jambes avec un pantalon. Et quand la caméra remonte, en fait les jupes c'est pour un Écossais, et le pantalon c'est pour la l'aide de camp, mais qui est une femme. Voilà. Donc voilà. Auxiliaire féminine. Voilà, donc tout est inversé. Mais là, le rapport mais de tendresse, d'amour partagé, ou en tout cas de désir, il est clairement énoncé. En fait, c'est le film où il allait le plus loin, dans toutes ses idées, jusqu'à perdre de vue la référence, le réel, etc. Même à la fin, on ne va plus mâcher le chewing-gum Hollywood. Quand même, quand l'autre est en chewing-gum, c'est un chewing-gum Hollywood, il n'en veut plus. Enfin, quand même, quelqu'un comme Melville, qui a été biberonné au cinéma américain, je suis persuadé que c'est ce qu'il veut dire. C'est qu'il est allé tellement loin qu'il a perdu de vue toute référence, tout réalisme, tout naturalisme, pour aboutir sur un monde, enfin sur une dimension totalement abstraite. Quoi. Mais qui, pour le Et coup, qui est très en avance en fait sur l'époque, et c'est pour ça que personne ne l'a vu. En fait, quand on regarde l'histoire du cinéma, il y a énormément de grands films qui ont été mal reçus quand ils sont sortis parce qu'on comprenait qu'en fait ils étaient en avance. En fait, ils étaient de leur temps, et que c'est les critiques ou les spectateurs qui eux étaient en retard. détail. Et ça, c'est évident quand on revoit Un flic. Je l'ai revu ce soir, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est très très beau. Et c'est très très beau, mais on parlait du rapport entre Melville et la Nouvelle Vague. En fait, on a rapproché Melville de la Nouvelle Vague, c'était un parrain de la Nouvelle Vague, à cause de Bob le Flambeur. Et en fait, du début de Bob le Flambeur, où on filme Pigalle, les rues de Pigalle, etc., comme on les a jamais vues au cinéma, pas dans des décors, etc. Et c'était Chabrol qui avait écrit le texte dans les cahiers sur Bob le Flambeur, et Chabrol, pour avoir un peu discuté avec lui, détestait Melville à partir du deuxième souffle. Il trouvait ça ridicule. Évidemment, on ne peut pas imaginer deux cinéastes aussi opposés l'un que l'autre. Et cette cassure avec la Nouvelle Vague, elle date du début des années 60 et essentiellement du deuxième souffle.
où là on lui dit mais c'est des sujets qui ne sont pas intéressants, les flics, les gangsters, en fait, c'est des films comme tu l'as dit, chers, produits, surproduits, etc. Et donc là ça s'est cassé, mais il y a quand même c'est-à-dire qu'il a fallu que Melville passe par une connaissance très pointue du réel. Vraiment, Bob le Flambeur, le début, c'est génial. C'est vraiment un film pareil comme on n'a jamais filmé pour s'en dégager et arriver à cet endroit où il y a plein de rues pareilles qu'on connaît bien et en même temps on a l'impression qu'on les voit pour la première fois. Et ça, c'est formidable. Mais aussi arriver à dénuder peut-être son propre désir, celui de Melville, pour oser, dans ce film-là, filmer le rapport de Delon et son rapport de désir, au travesti, qui est pour là du jamais vu dans son film. Donc ce moment-là de désir partagé, qu'est-ce que et puis le moment où, j'allais dire, Delon se reprend. Le moment où Delon lui dit coupe-toi les cheveux. Oui, la manière dont il se reprend est une violence inouïe. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est presque insoutenable d'avoir cette scène. Mais le regard du travesti qui est entre l'amour, le besoin d'aide, le besoin d'être regardé et une tendresse infinie, une tendresse de dingue. L'acteur est génial, je trouve ça. Oui, ça c'est vrai que ça sort du film, quoi. Ça sort du film complètement. Ouais. Bonsoir. Donc, vous voyez que ce film n'est pas si froid que ça, parce que vous parlez beaucoup de sentiments et je voudrais tempérer aussi l'aspect solitude de Long, que je ne lis pas, mais je voudrais que vous me parliez de son adjoint, Paul Crochet, que je trouve un personnage extrêmement touchant, qui est là visiblement pour l'aider, qui est presque un ami. Oui, mais que Delon ne regarde pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Moi j'ai l'impression que Paul Crochet, il sait que l'autre est en danger, et on sent comme un ami qui est tout le temps là, en se disant, s'il tombe, je vais le rattraper. Paul Crochet, il a tout le temps d'être là, on sent que c'est comme un soutien muet, et il fait son boulot, quoi. Mais c'est comme s'il avait mesuré la fragilité du personnage de Delon, et il est attentif au cas où l'autre tombe. Melville a été, pendant la guerre, il a été dans un... Il a été, Il a été, Melville, pendant la guerre, oui. il a été dans un... j'aurais pas trouvé le mot. Vous dire Stalag ? Dans la résistance, voilà. Ah. Donc il y avait une solidarité, une amitié entre eux. Je pense quand même que c'est important aussi. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui reste, sinon, quand on est seul, qu'est-ce qui reste, sinon, effectivement, la possibilité d'une entraide. Mais effectivement, là, il y a de la... Comme disait Bertrand, il y a des moments comme ça où le film sort de lui, sort de lui-même, ou sort de cette froideur, ou en tout cas de cette solitude, qui semble être le lot commun. Oui, bonjour. Moi, je pense que la tension qui émane des films de Melville, elle provient aussi beaucoup du travail qui est fait sur le son et de la manière dont il est monté, que ce soit dans le Samouraï, à chaque fois on a par exemple des musiques qui arrivent, c'est la seule chaleur un peu qui pourrait être présente dans le film, qui sont coupées de manière très brusque et qui constituent à chaque fois un pas un peu plus loin vers la tragédie. Même dans le Cercle Rouge, on a des passages avec aucun son, que ce soit le braquage à la fin, etc. Et même là, vous parliez de l'aller-retour qui nous propose, enfin, qui nous inflige en quelque sorte. Là aussi, on a... La scène du train, vous voulez dire, dans la séquence du casse dans le train. Oui, et même là, dans ce film, dans le train, on nous inflige aussi le bruit du train qui est extrêmement fort et extrêmement désagréable. Et à chaque fois, ça me paraît être un peu... Oui, c'est très juste. C'est aussi à cet endroit-là qu'on peut faire un petit parallèle avec Bresson. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de moments sans parole,
Évidemment, il y a une attention très forte portée au son, ils ne l'utilisent pas de la même manière, mais chez les deux cinéastes, là, le son est quasiment aussi important que l'image en termes de... Le son fait partie de la mise en scène. Voilà, il y a beaucoup, la plupart des cinéastes, la plupart des films, le son vient sur le film comme ça pour qu'il y ait des ambiances un peu réalistes, etc. Là, le son fait vraiment, vraiment partie de la mise en scène. Et juste pour vous ajouter, Melville l'a textuellement dit, hein. Il a dit, au cinéma, le son est plus important pour moi que l'image. Mais c'est vrai que dans la scène du train, au bout des 20 minutes, quand tout d'un coup, on retombe dans le silence du bureau de Coleman, non seulement, effectivement, comme dit Bertrand, on se souvient que Delon est dans le film, mais nous aussi on souffle. J'ai juste une petite remarque sur la phrase qui est mise en exergue au début du film. Je ne l'ai pas intégralement retenue, mais j'ai retenu les deux derniers mots, ambiguïté et dérision. Et je me demande si ces deux mots ne s'appliquent pas tout autant qu'aux flics, au travail de Melville lui-même. On n'est pas couché. J'en suis pas certain, mais je ne peux pas... Moi non plus, j'en suis pas certain. La seule chose que je comprends dans cette citation étrange, un peu bancale, c'est qu'elle est de Vidocq. Et que Vidocq, c'est quelqu'un qui aura été à la fois un criminel et un policier. Non, mais il l'a inventé. Oui. Alors, la citation. La citation de Bushido, comme la citation a été inventée par Melville, c'est ce que... Merci. Comme la citation qu'il y a au début du samouraï, c'est une pure invention de Melville, c'est le code du samouraï, le Bushido. Il n'y a rien de plus seul qu'un samouraï, sinon un tigre dans la jungle. Pure invention melvillienne. Et là aussi, c'est Philippe Labro, qui a lu Melville, qui l'a avoué. En fait, il avait inventé cette citation. Et quand on la lit, en fait, elle n'est pas vraiment en français, quoi. C'est-à-dire que le sentiment, l'ambiguïté, c'est pas un sentiment, c'est une qualité, mais c'est pas un sentiment. Et la dérision non plus. Donc elle est bizarre, elle est très bizarre. Et par ailleurs, s'il y avait quelqu'un qui prenait pas en dérision ce qu'il faisait, c'était bien Melville. Ouais. Il était très sérieux, enfin. Oui, c'est pour ça que je suis pas certain qu'on puisse l'appliquer. Enfin, voilà. Oui, c'est à la fois... c'est presque une fausse piste, enfin, c'est presque un... Mais je dis, sauf que Vidocq, c'est deux en un, quoi. Alors c'est beau être une citation inventée, c'est quelqu'un qui a été à la fois truand et flic, quoi. Donc c'est comme si c'était une figure syncrétique, puisque évidemment Simon et Édouard dans le film sont en miroir, quoi. Mais c'est des citations dont on a du mal à faire quelque chose. Celle du samouraï est plus claire, en tout cas sur la question de la solitude. Voilà. Je voulais revenir sur la citation aussi, et en plus, et du coup je rejoins ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, parce que même quand la citation revient dans la bouche de Delon lui-même, c'est quand même dans une espèce de pénombre extrêmement pesante, et moi ce qui frappe, et j'ai l'impression qu'on peut même peut-être rétrospectivement expliquer la mauvaise réception du film par son absence totale de dérision, justement. C'est quand même un film qui porte sa trace tragique en permanence, et par ailleurs, je trouve pas le film ambigu du tout non plus dans ce qu'il raconte. Il y a quelque chose de très littéral, de très clair. Voilà. C'est très juste. D'ailleurs, le moment où Delon reprend la citation dans le film, Melville s'arrange pour qu'à la fin de la citation et dans le couloir, le visage de Delon soit absolument un visage d'ombre. Et c'est plus qu'un masque d'ombre, il n'y a plus rien. Il y a plus de... Mais s'il n'y a pas de dérision, pardon, par contre, je voulais savoir si vous pouviez revenir sur la première scène du film, donc avec les vagues et cette voiture seule comme ça, qui m'a aussi fait penser à Tati. Vous parliez de Tati, je trouve que cette espèce d'immense ensemble comme ça qui prend un très long travelling, il y a vraiment quelque chose de la façon dont Tati a un peu filmé la modernité, je trouve. Et je trouve qu'il y a quand même, si ce n'est une dérision, quelque chose d'un presque pas burlesque, mais quelque chose d'un peu étrange quand même dans cette voiture absolument seule. Et il y a quelque chose d'un peu dérisoire chez les personnages quand même à ce moment-là, quelque chose d'un peu dérisoire chez ces criminels, je trouve, qui me semble mis en avant quand même dans cette façon d'être, de cette toute petite voiture, ces immenses vagues. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ces mots-là. Sur la séquence d'ouverture, c'est-à-dire cet exercice de mise en scène aussi, qui joue beaucoup sur les contrastes, quoi. Là aussi le son, hein.
Bon, les vagues, la puissance du son, et en même temps l'immensité, le vide. Dans cette fameuse émission qu'on l'un et l'autre écoutait du Masque et la Plume, Melville dit, mais vous savez, à Saint-Jean-de-Mont en Vendée, en hiver, il y a 352 habitants, et il donne le chiffre du nombre d'habitants en été, c'est évidemment 100 fois plus, 1000 fois plus, et on voit bien que, j'ai lu aussi que la banque existe à Saint-Jean-de-Mont, mais elle est au centre-ville. Et donc Melville l'a placée en bord de mer, parce qu'il voulait profiter évidemment du bruit de l'océan. Donc voilà, pour un cinéaste, une ouverture comme celle-là. Oui, mais c'est presque reprendre là où il s'était arrêté, quoi, voilà, donc on reprend sur un casque silencieux, avec cette fois-ci deux éléments, on va dire, de la nature, une pluie battante qui a son rôle, et l'océan, enfin, qui l'intègre complètement à sa mise en scène, qui l'intègre à son découpage, que ce soit par l'image ou par le son, et qui fabrique une ambiance comme ça aussi en plus. Ouais. Et c'est vrai que cette ouverture, elle est restée mémorable. Donc, elle a sa puissance. Elle ne serait pas la même sans les vagues et sans la pluie, ça c'est sûr. Juste, je pense que j'ai un micro entre les mains, mais c'est vrai que ce que vous avez dit, c'est que c'est une ouverture. On est à la limite de la parodie, le début du film. C'est-à-dire qu'il va pousser tellement loin l'usage de fétiches qui viennent du cinéma qu'il aime, les films de hold-up, etc., qu'on est dans un monde qui n'a plus non seulement aucun rapport avec la réalité, mais même avec l'efficacité dramatique. C'est vraiment un monde, c'est une séquence d'ambiance. C'est une séquence où ils rentrent tous les quatre dans la banque, ils ne bougent plus quand même, avec des quatre types avec des chapeaux. C'est-à-dire, vous envoyez rentrer un, il faut qu'on déclenche le signal d'alarme tout de suite. Enfin, et c'est ça qui est très beau. C'est-à-dire qu'il va encore plus loin que le hold-up du Cercle Rôle. C'est presque trop naturaliste, quoi. Il faut aller encore plus loin dans l'exhibition de fétiches, des trucs qui lui importent vraiment. Et je trouve que cette séquence d'ouverture, elle est à la fois fascinante, totalement, non seulement réaliste, mais totalement inefficace en termes de suspense dramatique, etc. Parce qu'on est déconnecté à chaque fois par par les choix de mise en scène, par cet endroit qui n'existe nulle part. Enfin, on voit bien que ça existe, mais il a déplacé la banque. Enfin, c'est un endroit c'est un non-lieu en fait, l'endroit où c'est une création. On est inscrit, on est enraciné nulle part. Voilà. Ce n'est que l'exhibition de fétiches, d'une rhétorique qu'on caricature un peu, quoi. Mais c'est très beau, quoi. C'est un film donc qui est pas le plus vu et le plus aimé de Melville. Hein. Et quand on en parle, les gens, ceux qui l'ont vu et qui n'ont pas aimé, qui l'ont vu qu'une fois, ils disent « Ah oui, c'est celui qui commence comme ça ». Ils ne se souviennent que de cette scène. Le reste, ils ne s'en souviennent pas. Mais ça, je trouve ça très fort. Et quand Jean-François dit les imperméables et les chapeaux qui rentrent dans la banque, et effectivement, ça devrait susciter un minimum d'inquiétude, quand même, on peut dire que c'est peut-être ça aussi d'être cinéaste, c'est d'avoir le courage d'aller, j'allais dire, contre la perception commune, quoi. C'est-à-dire, pour trouver ses figures, ses formes, son style, il fait des choses, Melville, dont il prend le risque qu'on dise c'est ridicule. C'est absurde. Oui, c'est un peu dans ce fameux Masque et la Plume. C'est un peu ce qu'ils disent tous. Hein. Oui. C'est que voilà, c'est ridicule, quoi. Mais c'est des vrais semblants et des réalistes. Enfin, voilà, évidemment. Mais Melville, ça a toujours été un cinéaste dont tout pourrait se dire qu'on est à deux doigts de tomber dans le ridicule. Dès qu'il commence à s'intéresser à cette histoire de gang. Quand on se souvient du Doulos, la scène où Belmondo vient visiter Reggiani, qui vient de tuer un usurier au début, juste avant la première séquence, il vient le voir, et il rentre chez lui, il commence à parler, et Belmondo, il garde son impair et son chapeau. Il ne l'enlève pas. Tout le monde l'enlève son chapeau quand on rentre chez quelqu'un et on enlève son imperméable. Et donc déjà, on pourrait considérer que le goût de Melville pour les fétiches, ça pourrait être ridicule. Et en fait, il y a un autre cinéaste à qui il fait penser cette manière d'être sur la corde raide, c'est Michael Mann. Michael Mann, quand on regarde ses films, parfois on se dit ça pourrait être un peu ridicule. Alors on a cité de l'influence de Melville sur le cinéma américain, etc. Je me souviens quand j'avais vu Hit,
J'ai dit, putain, il a vu Melville, des personnages qui se situent au-delà de la morale, qui se cherchent, des prédateurs, etc. Et il se trouve que j'ai interviewé un jour Michael Mann, je lui ai parlé de ça, il m'a dit, mais j'ai jamais vu un film de Melville. De ma vie, donc je pense qu'il mentait. Mais voilà, c'est pour dire à quel point, même sans voir les films, on est frappé par Melville. Oui, là au milieu. C'était juste pour dire que, je sais pas vous, mais moi, Melville, c'est l'un des réalisateurs qui me désespère le plus. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le cinéma de Melville, Le Samouraï est l'un de mes films préférés, mais je peux pas regarder dans une même semaine plusieurs films de Melville. Ça m'est impossible parce que je trouve qu'il a un côté qui se rapproche du théâtre classique, dans ce côté des personnages qui sont voués à un destin et qui ils ne peuvent pas lutter contre, et ils sont dirigés par des passions. Mais le génie de Melville, c'est de cacher ça sous, comment expliquer, sous une froideur en fait qui est seulement de façade. C'est-à-dire que le samouraï, la première scène, c'est froid, mais il y a de la chaleur, c'est l'oiseau. L'oiseau qui arrive et on comprend, ah, il est seul, mais ça lui plaît pas tant que ça, parce qu'il a un oiseau, donc il veut un peu de présence. Ouais. Donc je trouve que le cinéma de Melville, c'est un cinéma qui est passionnant pour ça, en fait. C'est que c'est un contraste entre ce qu'on te montre et ce que tu comprends. Non, je suis d'accord. Ah oui, j'aime bien l'idée de parler de destin au sens quasi antique, quoi. C'est beau pour ces films. Oui, ça, je pense que c'était un modèle pour Melville. C'est une ambition et c'est un horizon. Et que d'une certaine manière, voilà, ces personnages auraient pu appartenir, avec leurs chapeaux et leurs impairs, à la tragédie grecque. En tout cas, c'est les mêmes forces qui les meuvent et qui parfois les abattent. Oui. Oui, ce que ce monsieur vient de dire, c'est exactement ce que je ressens. La sensation que tout est prédestiné, ils ne font qu'obéir à ce qu'ils doivent faire. Mais par moments, il y a des moments où il y a une brèche dans cette destinée. Par exemple, quand Delon voit la femme qui est morte au début, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait des larmes dans les yeux. Et c'est ça qu'il a regardé, comme s'il se regardait. Et c'est la tristesse infinie de cette femme qu'il a vue et qui l'a fait sortir de cette ligne droite dont il ne pouvait peut-être pas sortir. De même, quand il joue du piano, par exemple, d'un seul coup, il fait de la musique. Quelque chose sort de lui par la musique. Quand son collègue inspecteur lui dit « mais tu n'as pas tiré un peu trop tôt », on voit qu'il y a des rapports autres qu'aussi froids qu'ils semblent l'être. On voit qu'ils sont très liés quand même par des tas de choses. Non, c'est très juste. Pas mieux. Deuxième. Oui, je me pose une question. L'histoire du film, pour résumer, c'est l'histoire d'un projet, puisque c'est le projet des gangsters, de prendre suffisamment d'argent pour investir dans un projet bien plus grand qui leur rapportera beaucoup. On ne sait pas ce que c'est que ce projet. D'abord, je me demandais si vous aviez une idée, et est-ce que c'est pas au fond de faire du cinéma? Bon, alors, comme c'est pas dit, on peut l'imaginer, et comme je trouve que c'est un beau projet de faire du cinéma, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un aspect du film que tu... Non, je pense qu'on a fait un bon... On va s'en tenir là alors, et donc veillez bien à la date de la prochaine séance, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours. Voilà. Merci beaucoup.